Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Vidéo qui revient sur les propos du légendaire trader Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones, c'est pas un influenceur, c'est pas une lettre boursière qui vous explique depuis 20 ans que c'est la fin du monde. Paul Tudor Jones, c'est l'un des meilleurs traders de tous les temps, hein. C'est historique et il a même été coaché pendant plusieurs années. Je pense qu'il continue d'être coaché par Tony Robbins. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Paul Tudor Jones nous explique qu'il y a une bombe de la dette qui est sur le point d'exploser aux États-Unis. Et il explique que les Américains sont en train de consommer comme des malades et que ça risque de faire très mal et de faire souffrir l'économie américaine. Alors, il y a un peu moins d'un an, on a eu ce que l'on appelle la faillite de la Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, c'est la banque des startups, c'est une banque très importante et pourtant, cette faillite a provoqué une panique dans le monde financier. On pensait à l'équivalent de la crise des subprimes. On a eu des liquidités massives qui ont été retirées des banques de second plan et qu'on a mis sur des banques comme JP Morgan, etc. Donc, on était dans une situation très très grave. Beaucoup disaient c'est fini, l'économie va s'arrêter et on va se retrouver dans une situation catastrophique. Moins d'un an après, la bourse américaine vient de battre des nouveaux records comme si rien n'était arrivé, comme si en fait c'était juste une petite crise, un petit phénomène. Ce qui fait dire à notre Paul Tudor Jones que l'économie américaine est sous stéroïdes et que les dépenses de l'État américain vont à un certain moment faire très 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 mal à la bourse et qu'il va falloir être vigilant. Alors, juste petite page de pub, cette vidéo elle est sponsorisée par TKLFA. TKLFA c'est 229 heures de cours, c'est une formation qui porte sur toutes les dimensions de la liberté financière. Vous pouvez tester ce programme pour 30 euros, vous aurez accès à 30 heures de formation pendant 30 jours. Vous adorez, magnifique, vous n'adorez pas, vous êtes remboursé de vos 30 euros. Pour ceux qui ne le savent pas, la TKL c'est probablement l'institut de formation qui a la meilleure note dans le monde francophone et même dans le monde anglo-saxon, une note de 5 étoiles sur Trustpilot, 3391 notes, 97% de notes 5 étoiles. Alors, l'économie américaine est sous stéroïdes. Pour Paul Tudor Jones, l'économie américaine reste puissante, elle reste forte. Regardez la croissance de l'économie américaine et les prévisions pour 2025-2027. On envisage un PIB, c'est-à-dire ce que produit les États-Unis, à 32 000 milliards de dollars, c'est-à-dire que c'est énorme. Et le PIB a augmenté d'environ 4,2% au premier trimestre de cette année. Et on voit ici que la croissance est vraiment présente. L'économie américaine, elle est toujours solide. Maintenant, pour Paul Tudor Jones, cette croissance s'explique principalement par les emprunts massifs du gouvernement, par la dette américaine. L'État américain s'est endetté. Début 2013, la dette, elle était aux alentours des 15 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on se rapproche des 35 000 milliards de dollars et ça va continuer d'augmenter et c'est le gros problème des États-Unis. La bombe de la dette approche. Plusieurs économistes sont en train de tirer la sonnette d'alarme parce que la dette de 34 000 milliards de dollars n'est pas soutenable, n'est pas supportable. Même Jérôme Powell, le président de la Fed, a averti que les États-Unis suivaient une voie fiscale insoutenable. Et ici, on le voit, ça, ce sont les charges d'intérêt des États-Unis qui sont aujourd'hui de 400 milliards de dollars par an du fait des taux d'intérêt importants. Et plus ça continue, plus la situation est insoutenable, plus les taux d'intérêt vont augmenter, plus l'inflation va augmenter et plus effectivement on aura une charge d'intérêt plus importante. Pourtant, regardez ici les dépenses. Le programme pour les vétérans, 269 milliards de dollars. L'éducation supérieure, 69 milliards de dollars. Immobilier, 78 milliards de dollars. L'éducation élémentaire, etc., 120. C'est-à-dire que la charge d'intérêt, hein, ça représente le PIB, plusieurs fois le PIB d'un pays africain, par exemple, ou même de certains pays européens. Donc, c'est pour vous dire l'importance de cette charge de la dette. Ce n'est pas rien.
Donc, il y a une grande incertitude par rapport à l'avenir. Parce que la dette, pour le moment, elle tient, parce que tout le monde continue d'investir aux États-Unis, tout le monde fait confiance aux États-Unis, et bien évidemment, ça va durer pendant un certain temps. Mais si, à un certain moment, les choses dérapent, si, à un certain moment, le dollar devient de moins en moins la monnaie de référence, si les BRICS prennent leur revanche et commencent effectivement à prendre leur distance, c'est déjà le cas, mais s'ils le font de manière encore plus marquée à l'avenir. Donc on est bien d'accord, et pour ceux qui ont lu le bouquin de Ray Dalio, on est au début d'un choc des civilisations et surtout d'un changement de domination sur un plan économique. Alors, j'ai voulu prendre le cas turc pour les personnes qui me disent, OK, Tammy, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et si l'inflation dérape aux États-Unis? Et si on a une situation qui est insoutenable? Et la Turquie est une étude de cas très intéressante. Pourquoi? Parce que la Turquie, tout d'abord, elle a un taux d'inflation qui est historiquement élevé. Alors, on est à 65% d'inflation, des taux d'intérêt à 45%. Vous imaginez 45% de taux d'intérêt par an. C'est juste incroyable. Maintenant, qu'est-ce que ça a créé, cette inflation record? Tout d'abord, un effondrement de la monnaie turque. 1 $, donc ça c'est 1 $ versus la monnaie turque, la Turkish lira. En 2012-2013, c'était environ 1,9, 1,5. Aujourd'hui, 1 $, c'est 30 lire turques. Donc c'est pour vous dire que la monnaie turque, elle a été divisée, sa valeur a été divisée par 15 contre le dollar américain, du fait de l'inflation, du fait également d'un manque de confiance des investisseurs. Mais quand on étudie la bourse turque, depuis 2020, mars 2020, a réalisé une progression de 1000%. Et encore une fois, ça permet de comprendre que même dans les situations finalement assez catastrophiques, alors le gros avantage de la Turquie par rapport aux États-Unis, c'est que sa dette est moins importante. Maintenant, les États-Unis sont les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'endetter parce qu'ils ont la puissance du dollar, ils ont une monnaie forte, ils ont une économie forte, ils ont une armée forte. Ça leur permet de continuer à s'endetter. Donc ça va continuer, ça va pas s'arrêter, mais à un certain moment, il y aura peut-être un retournement. C'est là où moi, ma casquette, je ne sais pas ce qui va arriver aux États-Unis, mais ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas arrêter d'investir. Et même si Paul Tudor Jones parle de crise, parle de bombe, et il a raison de le dire, attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui consiste à dire tout va s'effondrer, etc. L'exemple turc le montre. On a tout qui est catastrophique, la monnaie turque qui s'effondre, l'inflation qui est record, mais la bourse turque qui explose à la hausse. Donc c'est très, très important d'avoir cette étude de cas à l'esprit. Alors, autre point important, c'est supposons que la situation dérape. Est-ce que ça va affecter la bourse américaine? Pour le moment, alors encore une fois, moi je pense et je crois fortement au cycle boursier, c'est-à-dire une hausse, elle est suivie d'une baisse. Et il faut vraiment comprendre qu'on va avoir une hausse et ensuite, aux États-Unis, on va probablement avoir une correction. C'est pas compliqué ce que je vous dis, il suffit juste de regarder un graphique boursier et à chaque fois, vous allez avoir des phases de hausse, des phases de correction, des phases de hausse, des phases de correction, des phases de hausse, des phases... C'est normal, hein. Mais voilà, ça peut continuer de monter, d'accord? Et c'est pour le moment, le marché est très puissant en ce qui me concerne. Je ne suis pas en mode c'est la fin du monde, etc. Mais il faut être vigilant, il faut être prudent. Maintenant, l'un des déterminants de la bourse, c'est les liquidités qui sont investies. Supposons que l'inflation dérape. Supposons que les gens se disent j'ai envie de protéger mon argent. Alors bien sûr, il y a l'or, les cryptos aujourd'hui qui reviennent à la mode, mais il y a également la bourse. Et là, quand on étudie les banques US, les 25 plus grosses banques et toutes les banques, alors on voit que les 25 plus grosses banques, elles ont 1500 milliards de dollars de cash. Toutes les banques américaines, il y a 3500 milliards de dollars de cash qui dort dans les banques. Qu'on prend la France, on voit que rien que les produits de taux représentent 3700 milliards d'euros, ce qui est énorme. Les dépôts à vue, 778 millions, c'est-à-dire que beaucoup de particuliers, leur argent n'est pas rémunéré. C'est 778 milliards de dollars, d'euros qui dort. Les dépôts bancaires rémunérés, livret A, etc., 1287
milliards d'euros. Cet argent n'est pas en bourse. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ça fait presque 2000 milliards d'euros qui pourrait potentiellement s'investir, qui ne va pas nécessairement s'investir parce que très peu de gens ont une connaissance boursière suffisante, mais on voit qu'il y a énormément d'argent dans les banques. L'assurance vie, quant à elle, représente 1466 milliards et quand vous voyez les actions cotées, c'est 370 milliards d'euros. Le PEA représente environ 100 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup. Les Français n'investissent pas. D'accord? Vraiment, c'est ça. Ils mettent leur argent en cash, ils prennent un petit placement, mais il y a très peu d'investissement en bourse. Ensuite, on a les actions non cotées, autres participations, 1358 milliards, assurance vie, épargne retraite. Alors tout ça, c'est en actions, 475 milliards, actions détenues indirectement au PCVM, etc., 148 milliards. Donc on voit bien que ça reste très faible. Et les chiffres de la Fédération bancaire française confirment ça. Vous voyez que les dépôts ont diminué en 2023, le deuxième trimestre. Par contre, les dépôts bancaires rémunérés, du fait des taux d'intérêt, aujourd'hui, on peut être rémunéré par notre cash, pour notre cash. Vous voyez qu'ils augmentent fortement, on est à 100 milliards. Par contre, vous voyez, l'assurance vie, ça baisse, les actions non cotées, il n'y a rien. Actions cotées, il n'y a rien. Actions non cotées, ok, ça augmente un petit peu. L'assurance vie, également, ça augmente un petit peu. Et là, l'emploi du surplus d'épargne financière, ici en gris, vous avez les dépôts et vous voyez que les dépôts, ça représente le gros de l'épargne financière. Alors, conclusion. Est-ce qu'on va assister à un krach boursier imminent? Moi, je vous dis, pour le moment, non. Maintenant, clairement, il va falloir être vigilant parce qu'une crise, ça peut faire très mal. L'année dernière, bien sûr que certaines actions ont explosé à la hausse, mais il y a d'autres actions qui ont beaucoup souffert. Par exemple, Pfizer, l'année dernière, enfin en 2021, ça valait 61, ça vaut 27 aujourd'hui. Vous avez une boîte comme Fisker qui s'est littéralement effondrée. On a des boîtes comme Plug, idem, ça valait combien? Ça valait 68, ça vaut 4,33. Pour ceux qui s'intéressent à la bourse française, regardez Atos, ça valait 100 dollars ou 100 euros, ça vaut 2,40 euros. Donc, la bourse, c'est super dangereux si vous ne savez pas ce que vous faites. D'accord? C'est clair qu'il vaut mieux investir sur un ETF parce que vous pouvez vous prendre des grosses gamelles si vous investissez n'importe comment. Et donc, clairement, sur la bourse US, on a eu des gros gagnants. Microsoft, par exemple. On a eu Nvidia. On a eu Meta. C'est des gros gagnants. Tesla, bon, vous savez que pour le moment, ça reste très mou, mais ça reste une valeur intéressante, mais ça reste très mou. Donc, il va falloir être beaucoup plus stratège. Moi, en ce qui me concerne, il y a des opportunités. Il y a des opportunités aujourd'hui. Donc, je ne suis pas comme Paul Tudor Jones, c'est en mode c'est la fin, d'accord? Mais je suis prudent. Je pense qu'on va avoir d'autres épisodes comme la Silicon Valley Bank. On va avoir d'autres faillites. On va avoir d'autres situations qui vont faire très mal. D'ailleurs, on parle aujourd'hui au Japon des entreprises zombies. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Japon envisage d'augmenter les taux d'intérêt. Or, beaucoup d'entreprises japonaises tiennent parce que les taux sont bas. Mais si la Banque centrale japonaise augmente les taux d'intérêt, beaucoup d'entreprises seront en grave difficulté. Donc, encore une fois, on rentre dans un no man's land, surtout si l'inflation dérape, surtout si sur un plan géopolitique, ça ne va pas très bien, parce que l'inflation va mener à une hausse des taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt, ça va augmenter la charge d'intérêt, de paiement de la part des États, jusqu'à arriver à une situation où les États seront incapables d'honorer les paiements. Alors pour le moment, ça tient, mais dans combien de temps? On voit qu'aujourd'hui, notamment en Europe, les choses ne vont pas très bien. On entend tout le temps des manifestations, des conflits, des blocages, et ça montre qu'on rentre dans une phase extrêmement délicate. Donc ça ne remet pas en question le marché haussier sur la bourse.
On va encore avoir de belles années, on a encore des liquidités, on a encore du cash, d'accord? Donc la bourse peut encore tenir. Mais à un certain moment, la réalité économique va reprendre le dessus. Quand? J'en sais rien, je ne suis pas Madame Irma, mais j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez kiffé les amis et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!